Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler notamment beaucoup immobilier. Je suis avec David le promoteur. Salut David. Salut François, salut à tous. Alors avec David, on s'est rencontrés il y a quelques jours, au mois d'octobre. Je l'avais invité pour notre tournée, pour notre événement à Bordeaux. Donc on a beaucoup discuté, on a fini, je crois, à 2 heures du matin, tard la nuit. On a beaucoup discuté, donc je l'ai invité. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Il a un profil super intéressant. Je vais le laisser se présenter. David, en 30 secondes, ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là? Moi je suis bordelais, j'ai 40 ans pour situer un peu les choses. Voilà. Aujourd'hui j'investis dans l'immobilier à 100%. Je propose également mon accompagnement sur Internet. Voilà, ça c'est mon activité aujourd'hui à plein temps. J'ai laissé tomber le salariat en 2009 Ok. exactement Mhm. pour devenir entrepreneur, voilà, comme toi, François. Donc voilà, la même chose que toi, plus ou moins. Et avant ça, eh bien donc j'étais salarié, j'étais commercial, je gagnais 2 200 € par mois avant de laisser tomber le salariat. Et avant ça, j'ai fait un bac+2 pour donner un peu une idée aux auditeurs du niveau d'études que j'ai pu avoir, tout en précisant que pendant toute ma scolarité, enfin, c'était pas mon truc l'école. Euh, J'étais toujours le dernier de la classe, quoi. Ah, Voilà. t'étais mauvais élève, ok. Ouais, mauvais élève, pas de très bonnes notes. J'ai beaucoup galéré pour essayer de passer d'une classe à une autre, essayer d'atteindre ces fameux 10 j'allais dire 10%. Ça, c'est 10 sur 20. lapsus. Ouais, 10 sur 20 pour avoir la moyenne et passer à l'étape supérieure. Enfin voilà, Ok. c'était une galère. Voilà, ma période scolaire était pas des plus brillantes. Voilà. Ouais. Alors, je connais un petit peu plus ton histoire, effectivement, notamment ton parcours, tes débuts en immobilier, peut-être aussi ton blocage. Tu en avais un petit peu parlé lors de cette soirée à Bordeaux. Est-ce que tu voudrais l'aborder? Parce que je pense que c'est intéressant. Non pas qu'on va pas parler de tes succès, mais c'est aussi intéressant de parler des galères au début, des gros doutes qui ont fait que tu as démarré et qu'aujourd'hui, tu en es aujourd'hui, même si tu veux partager des chiffres, si ça te gêne pas, vas-y, Mhm. fais-toi plaisir. Non, je te remercie de me lancer sur ce sujet parce qu'à à la limite, je préfère presque parler des galères que j'ai eues et des difficultés que j'ai pu rencontrer plutôt que de raconter combien j'ai de biens ou combien je gagne aujourd'hui avec l'immobilier. Donc, Ouais. je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de savoir comment j'en suis arrivé à ça, alors que le parcours, il a pas été, il a pas été aussi simple. Les gens que je rencontre aujourd'hui qui ne me connaissent que par cette casquette de l'investisseur immobilier pensent que j'ai toujours baigné euh, Hum. là-dedans, alors que ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, des galères, j'en ai eu pas mal. À l'école, je viens d'en parler juste un instant. Mes conseils d'orientation, on est tous passés par un conseil d'orientation quand on était en troisième, quelque Le chose comme ça. fameux. Tout le monde me conseille de laisser tomber l'école et d'aller plutôt vers l'apprentissage, le CAP, voilà, ce genre de choses. Donc, des galères, il y en a eu pas mal. Je suis issu d'une famille qui n'est pas fortunée, qui Ok. n'a pas vécu dans la misère, mais qui n'a pas été fortunée. On a toujours dû faire toujours des efforts pour faire attention aux dépenses, mettre un peu de côté pour éviter de se mettre vraiment dans la galère. Enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, j'ai été baigné donc dans mon environnement familial par il faut travailler très très dur Ouais. pour pouvoir arriver à survivre, pas à être riche, à être confortable, juste à survivre et avoir le respect un petit peu de la société. D'accord. Ok. On m'a éduqué comme ça chez moi, donc il fallait travailler très très dur, il fallait avoir un diplôme, trouver un bon job et puis voilà, et la vie continue. Enfin, le plan classique, on va dire que tout le monde connaît quoi. Hein. Euh, donc voilà, j'ai été baigné là-dedans. L'immobilier, pas du tout. Jamais personne ne m'a parlé d'immobilier avant de commencer. Euh, Personne m'a dit tiens, il faut faire ci, il faut faire ça, on va gagner de l'argent comme ci, on va D'accord. gagner de l'argent comme ça. Bah, comment t'es tombé dedans du coup? Comment t'es tombé dans la Et bien en marmite? fait, complètement par hasard. C'était pas voulu du tout. Moi, j'avais mon petit poste de salarié dans une boîte. Voilà, je faisais mes 2 200 € tranquillement et autour de moi, voilà, j'étais sur ma trentaine. J'arrivais sur la trentaine et je voyais tous les gens autour de moi, tous mes amis. Moi, j'étais célibataire à l'époque. Mes amis, la plupart étaient déjà en couple. Certains d'entre eux avaient déjà des enfants. Et puis, Ok. ça commençait à faire construire leur maison.
Voilà. C'est tomber des appartements en location et on devenait propriétaire de sa résidence principale. Non, bah, pour une maison individuelle, parce que là, à Bordeaux, c'est relativement résidentiel. Dès qu'on sort de la location, on sort du centre-ville et on va plutôt chercher à vivre dans une maison autour de Bordeaux. Voilà. Et donc, voyant ça, sous cette influence, on va dire, de mes proches, de mes amis, mais j'ai eu envie moi aussi de faire la même chose, quoi. C'est logique. Oui, oui, ça Donc c'est j'ai eu normal. envie, voilà, ouais, pour essayer de toujours rester au même niveau que les gens qui m'entourent. Et donc j'ai voulu laisser également tomber la location. Je louais un petit appartement, un T2 à côté de Bordeaux, qui était dans les 450 euros par mois. Et puis j'ai eu envie, comme tout le monde, de laisser tomber ça pour devenir propriétaire, me faire construire une maison. Voilà. Je suis arrivé dans l'immobilier par le besoin d'être propriétaire de ma résidence principale, de ma maison individuelle. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Et donc, c'est là où ont commencé les difficultés, parce qu'à l'époque, je gagnais 2200 euros. J'étais Ouais. tout seul, donc pas de compagne qui puisse venir rajouter ses revenus pour aller présenter un dossier plus solide à la banque. Et du D'accord. coup, quand j'ai monté mon projet, je connaissais absolument rien à l'immobilier et je Ouais. connaissais encore moins comment fonctionnaient les banques. Moi, la seule chose que je me suis dit, c'est, je voyais mes amis autour de moi qui allaient voir la banque, qui faisaient un crédit, ils achetaient un terrain, ils faisaient construire. Voilà, tout Donc est. ça passait. Et donc t'es vraiment allé comme ça, voilà, presque à l'arrache. Ah, mais pire que ça, c'est que j'étais tellement convaincu que c'était une évidence que la banque me fasse un crédit comme elle Ça allait l'avait fait. passer. Ouais. Ouais, comme elle l'avait fait avec tous mes amis. Parce qu'on n'avait pas forcément de différence en termes de salaire, en termes de niveau social ou de poste, en termes de salariat. Donc je me suis dit, il n'y a aucune raison que moi je ne puisse pas le faire. Donc avant même d'aller voir la banque, moi je me suis carrément directement mis sur Internet pour trouver un terrain. J'ai trouvé un terrain qui m'a plu. Donc j'ai signé un sous-seing et je suis allé voir la banque avec un sous-seing pour un terrain qui m'avait coûté 130 000 euros, sur laquelle je voulais faire une maison, voilà, 120 mètres carrés. J'imaginais déjà ma piscine, mon barbecue, etc. Et je suis arrivé, mais alors vraiment la fleur au fusil devant le banquier. J'ai dit, ben voilà, je viens de signer ça, j'ai ce terrain, je veux faire construire ma maison, il faut que vous me prêtiez 250 Merci. 000 euros. Et là, bon, évidemment, le banquier, il a souri. Il a souri. Il fait, écoutez, bon, ça marche pas comme ça. Malheureusement, on va pas pouvoir vous prêter cette somme-là parce que vous gagnez pas assez d'argent. Alors Ok. moi, Mhm. j'étais tout surpris. Et donc, je lui ai demandé de m'expliquer. C'est là que j'ai découvert le fameux taux d'endettement, tu sais, les Ouais. fameux 33% dont tout le monde T'as parle. expliqué le début de la vie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et évidemment, moi, mes détails à 33%, je les ai explosés totalement en lui présentant mon dossier. Je n'étais pas du tout dans les coups. Donc, il m'a dit, bah, écoute, tu travailles, tu as un CDI, tu gagnes 2200 euros, c'est pas mal, c'est bien, il y a une Mhm. bonne situation. Mais par contre, ce qu'on te conseille, c'est plutôt de trouver allez, t'habites dans un T2 aujourd'hui, ben, cherche un T3 et on te prêtera dans les 150 000 euros. Ça sera bien, déjà, t'auras évolué. D'accord. Voilà Donc, mhm. la réponse que le banquier Ou m'a de donnée. trouver une femme pour monter un dossier. Ça va être la super technique de David aujourd'hui. Ouais, Trouver une ça aurait été beaucoup plus agréable comme solution. D'accord. Du coup, t'as enchaîné comment par rapport à ce premier état de fait? Ben en fait, tu me connais un petit peu maintenant, François. Je suis pas du genre à assumer les défaites aussi facilement. Et ça m'a pas convaincu ce qu'il m'a dit le banquier quand il m'a dit, Mhm. toi, tu peux pas le faire. Il vaut mieux que tu prennes un petit truc comme ça là, puis ça ira, 150 000 euros. Non, je me suis pas satisfait de ça. Donc, alors déjà, j'ai pris une grosse claque évidemment quand il me dit que c'est pas possible parce que je m'y attends pas, hein. Très sincèrement, je pense qu'il va me financer Ah bah oui, je comme pense que là, tu vas avec le grand sourire et tu repars grise mine. ah ouais, je repars en serrant les dents, en grinçant les dents. Je suis pas content et voilà, j'ai pris une grosse gifle et il va falloir que je me relève. Mais bon, en même temps, quand il me dit c'est pas possible, je refuse pas, comme je refuse que le gars il me dise non en fait. Je veux Ouais. lui poser toutes les questions. J'ai besoin de comprendre en fait. Il me dit non, j'ai absolument besoin de comprendre pour pouvoir
faire le deuil de cet échec que je viens de subir. Donc je lui pose toutes les questions Mhm. pour savoir pour quelles raisons il me prête pas en fait. Et là D'accord. il va tout m'expliquer. Il va me dire ben voilà votre taux d'endettement il explose, on peut pas aller au-dessus de 33-34%. Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'il me dit à l'époque. On sait toi et moi que avec d'autres profils et Oui. d'autres circonstances, on peut aller bien plus haut, mais Et t'es toujours en contact avec lui d'ailleurs ou? avec ce banquier? Ouais. Non, 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 non. D'accord. C'est fini. C'est fini. Il voit Donc, 10 du ans coup, après il t'a bien expliqué, 10 ans après, c'est plus la même. non, 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 non. Non, aujourd'hui, c'est plutôt les banquiers qui font de l'œil pour Ouais. plutôt que je rapatrie mes actifs chez eux. C'est plus pareil. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Et il a fallu que je me batte avec ça. Mais le point positif, c'est que voilà, j'ai eu ce réflexe de lui demander pourquoi il voulait pas me prêter. Il m'a tout expliqué. Et du coup, ben, je suis reparti en ayant ben, toutes mes explications. Je comprenais tout à fait qu'il me prête pas. C'était logique qu'il me prête pas. Hein. Je rentrais pas du tout dans le cadre de la banque. Oui, avec le recul. Voilà. Avec le recul, je comprends qu'il m'ait pas prêté. Mais comme je lâche pas l'affaire aussi facilement, quand je suis rentré chez moi, en fait, je me suis dit, ce terrain, il est magnifique. Et puis, de toute façon, je peux pas dire aux gens autour de moi, ben, finalement, je vous avais dit que j'allais faire construire ma maison, et puis, ben, en fait, je le fais pas parce que la banque ne veut pas me prêter. Ouais. C'était pas possible pour moi. Mon orgueil et tu vois ce que je veux dire, et mon ego Mais tant mieux. m'empêchaient. Et tant mieux parce que du coup, derrière, j'ai trouvé une solution qui m'a permis justement, eh bien, de franchir cette étape, quoi. J'ai analysé donc tous les refus que j'avais eus et Ouais. point par point, j'ai essayé de les résoudre. J'ai dit, voilà, comment je peux résoudre le problème du 33%, comment je peux résoudre le problème du montant, etc., etc. Et au final, j'ai trouvé une solution qui m'a permis de retourner voir ce banquier 15 jours plus tard. Et au lieu de lui demander 250 000 euros la première fois comme je l'avais fait, Ouais. je lui ai demandé 300 000 euros et il m'a accepté le crédit. Donc D'accord. voilà. Ouais, mais tu as Euh, eu une vraie approche analytique du système, de comment ça marche, et ensuite, effectivement, tu as fait que ça marche. exactement. Alors, je te le cache pas, hein, en faisant des concessions, forcément, il a fallu que je lâche d'un certain côté pour pouvoir rattraper de l'autre. Et Oui. voilà, ça fait on n'a rien sans rien. Tout n'est pas bleu, quoi. Donc, il a fallu voilà, que je m'adapte un peu, que je fasse quelques concessions par rapport à mon projet initial. Bah, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui est peut-être très jeune, quelqu'un qui a eu des premiers refus? Ça peut être le bon moment de donner un conseil maintenant de suite. Ben, le conseil que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à Internet, on a accès au podcast qu'on est en train de faire ensemble. Tout ça, c'est de la mine, c'est de la mine d'or. Moi, je l'avais pas tout ça à l'époque. Hein. Ouais. Il y avait pas C'était en Internet. quelle année du coup? C'était il y a même plus de 10 ans ou? Ouais, c'était en 2007 exactement que j'ai pris Ouais, le brevet. effectivement, ouais. Il y avait que dalle. Il y avait absolument rien, aucune info sur le sujet sur Internet. Quelques bouquins, mais rien qui rentre dans le À détail. la Enfin, limite, il aurait fallu aller chercher directement les personnes en vrai, en physique, pour c'est aller ça. chercher le savoir. Effectivement, sur Internet, il n'y avait pas grand-chose, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il y avait absolument rien. Donc, il a fallu ben, en fait, je me suis débrouillé tout seul, quoi. Je suis allé chercher l'information tout seul. J'ai posé les questions aux banquiers, j'ai posé les questions autour de moi, aux gens que je connaissais. Ben, j'ai dû aller chercher l'information. Et cette information, bon, ben, elle n'a pas été facile à trouver parce on nous la pose pas comme ça devant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Quelqu'un Oui. qui, moi, le conseil, pour répondre à ta question, c'est quelqu'un qui voudrait aujourd'hui investir. La première chose à faire, c'est de se former, d'investir dans cette information parce que Mhm. les sommes que moi j'ai pu dépenser en temps, en allant chercher les infos, et derrière on n'a pas toutes les infos exactes. Donc j'ai fait plein d'erreurs au départ. J'ai perdu énormément d'argent sur des erreurs qu'aujourd'hui je ne commettrai pas parce que l'info je l'ai aujourd'hui. Et en fait, toutes ces erreurs et tout cet argent que j'ai pu perdre, ben on peut facilement aujourd'hui l'économiser en s'informant facilement par le biais d'internet, par le biais des bouquins. Voilà, il y a plein de formes, plein de Ouais, solutions, c'est les sûr. séminaires également. Il y a plein de solutions aujourd'hui pour aller chercher l'information à moindre coût et, Mm. euh, et que ça rapporte le maximum derrière. Donc c'est ce que j'appelle moi un investissement en fait. Ah bah c'est certain. Après, on va se former, mais sans rentrer non plus dans le syndrome de vouloir absolument tout maîtriser dans le détail et pour se lancer. Sinon, on passe pas du tout à l'action. On va mettre 5, 10 ans avant de se lancer. Et ça, je le vois aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont
qui tombent dans l'extrême. Justement, elles vont se former, trop se former, elles vont prendre X formations, X séminaires, elles ont toujours pas un seul bien immobilier, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui aussi, ce qui pourrait être sympa, et je le vois aussi par rapport à moi et à mon propre recul aussi de formateur, c'est que l'accompagnement, mais vraiment dans une forme vraiment pas à pas, où on a la réponse à nos questions en direct, où on prend la personne par la main, et pas seulement une formation assez distante. À ce moment-là, la personne, elle va vraiment passer à l'action, et je pense que ça vaut tout l'or du monde. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, les membres de ma formation concernant cette opération dont je parlais tout à l'heure, quand je les ai au téléphone ou qu'ils m'envoient des mails, ils me disent tous, en fait, jamais j'aurais fait ce type d'opération parce que ça me paraissait compliqué, risqué, je ne le maîtrisais pas du tout. Et en fait, en voyant la formation, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si difficile, Ouais. mais la formation m'a permis d'avoir ces informations qui m'ont donné une confiance en moi et qui m'ont permis de passer à l'action. Donc, je rejoins complètement ce que tu étais en train de dire. C'est qu'à un moment donné, il faut mettre le focus sur une stratégie, sur un investissement particulier, aller chercher l'information qu'on a besoin sur cet investissement-là. Et le fait d'avoir cette information, d'avoir cette connaissance qu'on vient d'apprendre, eh ben, en fait, nous rassure, elle nous met en confiance et derrière, ce qu'il faut, c'est tout de suite implémenter et passer à l'action, comme tu dis. Parce que sinon, se former, Ouais. pour jamais passer à l'action, ça sert à rien du tout, quoi. Ça, c'est C'est clair. exactement ça. C'est-à-dire que même, t'as dû forcément en voir passer comme ça des personnes, mais où effectivement elles ont rien fait pendant assez longtemps. Il suffit de leur dire de valider ou pas leur bien, c'est-à-dire qu'elles ont fait elles-mêmes leur recherche, elles ont fait elles-mêmes le travail, de valider ou pas le bien. Et c'est le petit détail qui fait que, ok, ça y est, elles y vont. Parce que si elles étaient toutes seules, elles le feront pas. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est toute une question de motivation et de confiance en soi. Et ça passe par le fait d'avoir l'information qui nous rassure. Ouais. Moi, je connais pas ce domaine-là. Je te prends l'exemple hors immobilier, par exemple, la bourse. Moi, j'y connais rien en bourse. J'y mets pas les pieds parce que j'y connais rien. Mais demain, j'ai la bonne information sur, par exemple, les crypto-monnaies, ou Ouais. un peu plus maîtriser le sujet parce que je viens d'avoir l'information, bon, ben là, je risque d'y aller beaucoup plus facilement parce que je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne. Donc voilà. Et en fait, ça sécurise. Et je pense que c'est la même chose pour l'immobilier et pour tout autre investissement d'ailleurs. C'est qu'à partir du moment où on a reçu l'information, même si l'information euh, elle va pas dans le détail profond du truc, le C'est fait ça. déjà d'avoir une vision de la chose plus claire, d'avoir une vision claire de l'investissement qu'on veut faire, nous permet de passer plus facilement à l'action. C'est ça qui est primordial. Sur la formation, le fait d'avoir du savoir, comme ça, j'ai une théorie que j'appelle ça la théorie des 70%. C'est, il faut maîtriser à peu près 70% du sujet pour se lancer à l'action. Parce que en dessous de 70, ça veut dire que tu ne maîtrises pas assez. C'est-à-dire que si tu maîtrises que 50%, c'est pas assez, tu vas faire des erreurs. Mais si tu vas aller systématiquement aller chercher je dois maîtriser 90, 95, 99% du sujet, bah, tu vas perdre aussi beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça représente et c'est pas forcément le plus judicieux. Donc voilà, Ouais, si, complètement. Je suis d'accord avec toi. ça peut rassurer certains et avoir ça en tête, ça pourra aider pas mal de personnes, je pense. De toute façon, je te rejoins parfaitement sur ça, parce que de toute façon, on n'a jamais Ouais, tous les paramètres à 100%, jamais. Dans aucun investissement. Un investissement, par définition, euh, c'est un risque plus ou moins grand, plus ouais. ou moins maîtrisé, mais quoi qu'il arrive, c'est un risque. C'est pour ça que ça s'appelle un investissement. Sinon, ça serait pas un investissement. C'est ce qui fait la beauté de la chose aussi, on va dire. C'est aussi la beauté de la chose et ce qui rend la chose amusante également. Tu vois. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, je m'amuse en faisant mes investissements. Ça me donne une espèce de petite adrénaline comme ça. J'aime ça. Donc Ouais, voilà, c'est ce qui rend la chose amusante. je suis Mais dans d'accord tous les avec cas, toi. c'est voilà, on n'a jamais tous les paramètres. On va les maîtriser à 80, 90%, 70%, comme toi tu le Hmm. dis, mais jamais 100% dans tous les cas. Même un expert d'ailleurs. Même un expert. Ouais. Ok, super. Aujourd'hui, ton parc immobilier, ça représente quoi? Tu as investi, je sais que tu as investi aussi à l'étranger. Est-ce que tu veux en Ouais. parler globalement? Oui, je peux en parler globalement. Aujourd'hui, alors à chaque fois qu'on me pose la question, je suis obligé de réfléchir 2 secondes parce qu'en fait, je tiens pas je tiens pas le journal de C'est compte bon à jour signe, du c'est bon quotidien. signe.
Quand tu peux plus les compter, c'est bon signe. C'est c'est ça. Donc, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 12 maisons. Il me reste 12 maisons aujourd'hui que j'exploite, Ouais, euh, dont, donc 12 maisons individuelles que j'ai fait construire. J'ai également 8 appartements que j'ai achetés dans l'ancien. ok. Euh, c'est pas mon investissement fétiche parce que j'en parle très peu, mais j'en ai quand même quelques-uns parce que voilà, je suis pas idiot et je sais aussi qu'il y a d'autres choses que ce que je fais qui peuvent être intéressantes. Donc, euh, je diversifie aussi. Donc j'ai ça, j'ai une maison au Portugal dans laquelle je suis là actuellement. Je te parle depuis le Portugal aujourd'hui. Ouais. Et, il y a quelques années, j'ai également investi à Miami, mais j'ai plus rien aujourd'hui à Miami. J'ai tout revendu. D'accord, donc tu as essayé le marché floridien. Aujourd'hui, tu es un peu au Portugal. Tu nous avais parlé aussi dans cette petite soirée à Bordeaux du marché espagnol. Est-ce que tu veux rapidement en parler si ça peut être intéressant? Oui, j'y étais hier justement en Espagne pour aller voir un projet. Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si la plupart des gens ont certainement déjà entendu parler de ce qui s'était passé en Floride, des opportunités sur l'immobilier en Floride juste après la crise. Ouais. Les biens avaient craché en dessous des 50% de leur valeur, voire même plus. Euh, Ceux qui ont acheté derrière, quand ça s'est écroulé, aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup d'argent parce que ça Forcément. c'est remonté au niveau des prix d'avant-crise. Donc voilà, tous ceux qui ont acheté juste après la crise ont gagné beaucoup d'argent. Et il y a eu une fenêtre de tir en fait en Floride qui était entre 2010 2013. Moi j'ai acheté en 2013 le bien que j'avais acheté en Floride. Ouais. Mais on était sur la fin de cette vague-là. Et puis bon, ça s'est su, les gens ont commencé à investir, le marché a remonté, etc. Et cette fenêtre, elle s'est réduite pour s'éteindre. Euh, la chose est que aujourd'hui, je remarque moi qu'il y a cette similitude avec la Floride à l'époque de 2010-2013 qui est en train de se passer en Espagne actuellement. Donc en Espagne, enfin jusqu'à maintenant, quand on traversait l'Espagne, on voyait vraiment des immeubles complètement à l'abandon qui avaient été en démarrage de construction et qui se sont arrêtés pour la crise. Et c'est resté comme ça à l'abandon pendant des années. Et aujourd'hui, on revoit les grues réapparaître sur ces anciens chantiers qui sont repris et qui avancent. Et aujourd'hui, D'accord. voilà, en Espagne, le marché reprend vraiment et tous les paramètres sont ouverts. Et je pense que dans les 2, 3 prochaines années, il va y avoir de grosses augmentations de prix parce qu'aujourd'hui en Espagne, les prix pour acheter l'immobilier sont relativement bas, sont restés relativement bas. Euh, je te donne un exemple. On peut acheter sur la côte, la Costa Brava ou la Costa del Sol, on peut acheter des appartements qui vont tourner aux alentours des 1500-1700 euros, qui sont sur la côte, qui sont prisés, sur lesquels il y a du tourisme. Ouais. Il y a vraiment des investissements intéressants à faire, je pense, aujourd'hui en Espagne. Et là, je m'y intéresse beaucoup. Je suis en train d'étudier le marché, regarder en fait où est-ce que je peux investir, où est-ce que ça va générer le plus de valeur demain. Ok, bah c'est super intéressant. Merci pour l'explication. Pour ceux qui veulent peut-être tenter le coup, ça sera l'occasion aussi d'étudier le marché espagnol. David, aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu es heureux? Je vais te poser cette question, ça peut sembler bizarre. Est-ce que pour toi, tu as atteint tes objectifs et comment tu te vois dans quelques années, peut-être dans 10 ans? Alors moi, je suis heureux dans le sens où j'ai plus cette épée de Damoclès en permanence que j'avais la sensation d'avoir quand j'étais salarié. D'accord, Et ouais. Hmm. alors il y a ce fait-là et le deuxième fait, c'était celui. Donc bon voilà, il y avait une espèce de graine en moi d'entrepreneur quoi. J'avais un peu de mal à subir les décisions d'une hiérarchie. Concrètement, c'était ça. Et la deuxième chose, c'était le fait de pouvoir faire un petit peu ce que je voulais, voyager quand j'en avais envie, vivre où j'en ai envie, pas être obligé de vivre toujours au même endroit parce qu'on a un job. Ces fameuses 5 semaines de vacances par an, ça me satisfaisait plus non plus. Et le fait de devenir entrepreneur et investisseur, surtout en immobilier, m'a permis en fait de créer des revenus passifs qui aujourd'hui me donnent la possibilité de vivre où je veux. Aujourd'hui, c'est l'exemple même. Aujourd'hui, je vis Ah bah au oui, oui. Portugal. Demain, je vivrai peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais ça me permet de pouvoir vivre où j'en ai envie et euh, de pas subir des problèmes d'argent. Voilà. Ouais. D'accord, ok, super.
Alors, est-ce que tu vas peut-être lever le pied dans un sens? Est-ce que pour toi, tu as fait le gros du travail? Admettons, à 50 ans, est-ce que tu vas te dire, j'arrête, ou je change, ou je me repose? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors ça, c'est une question très, très, très intéressante. Et j'ai un plaisir fou à y répondre parce que en fait, il y a eu plein de changements dans ma tête. Ouais, Il n'y a pas une réponse toute faite à cette question. Et je vais m'expliquer. Euh, Quand j'avais mes 30 ans, je viens de dire que je supportais pas d'être salarié, etc. Ces 5 semaines de vacances, blablabla, blablabla. Donc en fait, j'ai essayé de trouver toutes les solutions possibles pour remplacer en fait mon salaire par un revenu passif. ouais, ce que tu Donc as j'avais fait. gagné 2 200 euros, j'ai commencé à investir. Voilà, je me suis formé, etc. J'ai commencé à investir, j'ai fait mes choses et j'ai réussi à remplacer mon salaire de 2 200 euros. J'ai réussi à les remplacer par ce qu'on appelle le cash flow positif, le flux de trésorerie positif, comme on peut le dire en français. En fait, on investit, ça nous coûte X euros de crédit, par exemple, pour faire l'investissement, et il nous reste, une fois que le crédit est payé et toutes les charges payées, il nous reste une somme d'argent qui est libre. On en fait ce qu'on veut. Ça, c'est le cash flow. J'ai réussi à créer ce cash flow qui correspondait à mon salaire. Ça, c'était mon premier objectif. J'ai réussi à le faire. Donc, Mhm. j'étais super content. Le truc, c'est qu'une fois que j'en suis arrivé à ça, j'ai arrêté de travailler. Je me suis lancé dans l'investissement pur à fond, on va dire, Ouais. où là, je rencontre d'autres difficultés, mais bon, c'est pas le sujet. Mais euh, j'avais mes 2 200 euros. Le problème, c'est que le fait d'avoir arrêté de travailler, ben, les 2 200 euros me suffisaient plus parce qu'au lieu de passer 80% de mon temps au boulot, je l'ai passé chez moi, soit voyager, soit à faire ceci ou acheter cela. Et les 2 200 euros, ils partaient très très vite ensuite. Donc j'aurais pu me dire à ce moment-là, ben voilà, mon objectif est atteint, tranquille, maintenant je lève le pied, je fais plus rien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris par ce virus Mhm. de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je fais ça parce que j'aime ça, en fait. Voilà. J'aime ça, j'adore la sensation que ça me procure de devoir chercher quelque chose, de le trouver, d'investir et de voir que ça rapporte de l'argent. Pas parce que ça rapporte de l'argent, mais parce que l'investissement est bon, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça devient Le un jeu, ça devient un réel jeu aussi. investissement. Eh bien, le fait de faire ça, en fait, ça m'apporte aujourd'hui une adrénaline. Enfin, voilà, j'adore ça. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je vais lever le pied? Je lèverai certainement le pied plus tard. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je suis en pleine forme. Donc, Ouais, bah ouais, ouais. je suis à 100% en fait sur ça parce que j'adore ça. Et je risque même d'accélérer encore un petit peu plus D'accord. sur les prochains mois et les prochaines années. Et je pense qu'à partir de mes 45, dans 5 ans, là, je commençais à relever le pied et je ferai des petits investissements simplement pour le fun, quoi, pour m'amuser. Je m'amuserai à faire quelques investissements à droite à gauche, très certainement à aider certains investisseurs comme un appui pour investir avec eux, pour les aider à investir, des choses comme ça. Des projets que j'ai comme ça dans la tête pour l'avenir. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que je n'arrêterai jamais parce que c'est une passion aujourd'hui, l'investissement. C'est plus une question d'argent. C'est une Oui, question de après, passion. je Une question, comprends ce que voilà, tu d'aimer veux ça, dire. quoi. Si tu prends ton pied absolu dans cette thématique, dans ce monde-là, donc oui. Après, la logique que tu as, je me reconnais totalement dans ça. Ça a été la même pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, tu as un objectif qui est vraiment financier, de sécuriser. Puis ensuite, en fait, tu continues, tu continues juste soit pour le kiff, soit aussi pour augmenter tes revenus, pour sécuriser peut-être ta famille. Dans tous les cas, en fait, tu continues. C'est ça le truc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans tous les cas, tu continues. Voilà. Puis on peut avoir différentes raisons, comme tu viens de les évoquer, mais à un moment donné, voilà, ça passe au-delà de l'aspect argent. Ah bah totalement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est Euh, vrai qu'au départ, je pense que toi, ça a été pareil. Je connais un petit peu ton histoire. Je pense que pour toi, ça a été la même chose. C'est qu'au départ, on va chercher cette indépendance financière. oui, On va chercher à créer ce revenu supplémentaire qu'on a besoin parce que la situation dans laquelle on est ne nous convient pas. Donc, on va aller chercher ce revenu. Et puis, à un moment donné, on y arrive. On y arrive parce que quand on met le focus dessus, ben, on arrive à faire les choses, quoi. Et voilà, si on est persévérant et qu'on applique les bonnes méthodes, on finit par y arriver. Et ensuite, on passe. Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que avant, j'étais sous cette pression d'avoir ce revenu supplémentaire, et aujourd'hui,
en fait, aujourd'hui, je fais que profiter de mes investissements et je me fais plaisir en faisant de beaux investissements. Voilà. Oui, puis je pense qu'aussi c'est différent au niveau dans la tête, enfin psychologiquement parlant, c'est pas du tout la même. Moi, le jour où je n'ai plus eu besoin à faire de l'argent, c'est à ce moment-là où j'en ai fait encore plus parce que j'avais pu effectivement ce souci, ce stress de faut que ça marche, et ainsi de suite. Et en s'enlevant ce concept de la tête, eh ben on est beaucoup plus serein et on fait les choses peut-être encore mieux. Alors David, maintenant, question que je pose à absolument tout le monde, accroche-toi bien. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Toi, avec ton parcours, ton expertise peut-être sur le monde immobilier, Ouais. qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Alors, investir avec de la défiscalisation en Pinel est un bon investissement. Tout le monde croit que c'est faux. Et moi, je crois que c'est vrai. Ah, tu fais un double où les gens croient que c'est vrai et en fait c'est ah, ok. Ouais, non mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et tu l'as fait du coup? Ah oui, oui, moi, je l'ai fait Tu l'as bien au fait, taquet. c'est ça. Ah, je l'ai bien fait. Je l'ai bien fait. Moi, l'investissement de Pinel, je dis que c'est un excellent investissement. Beaucoup de gens disent que c'est faux, suivant. Mais par contre, enfin, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a un amalgame qui est fait Oui. sur l'investissement Pinel, sur le Pinel, et l'amalgame est fait par ceux qui en parlent et qui disent que c'est un très mauvais investissement. En fait, la loi Pinel, ce n'est pas un investissement, c'est Ouais. une loi. Et cette loi-là, elle appartient à tous les contribuables, elle a été faite par le gouvernement, c'est une loi fiscale. Et suivant comment on l'utilise, eh bien, elle peut être soit très 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 intéressante, soit pas intéressante du tout. C'est voilà. Donc encore Ouais, une c'est fois, ça. l'information est très importante. Et on le voit ici. Si on a la bonne information, eh bien, on peut faire de cette loi un super ballier pour Mhm. pour notre fiscalité. Et à l'inverse, si on n'a pas la bonne information, eh bien, soit on l'ignore totalement et on se dit, ben, c'est pas bien, donc on n'y va pas, parce que quelqu'un m'a dit que c'était pas bien. Ou alors on cherche l'information et là on se rend compte que cette loi, c'est une très très bonne loi et qu'on peut l'utiliser pour notre propre compte pour qu'elle nous rende service, pour qu'elle nous Mhm. fasse gagner de l'argent. Et moi, je l'ai fait évidemment au maximum de ses possibilités. Ah bah, ça, je pense que c'est valable pour tout. Mais en gros, sur la question du Pinal, au final, presque tout le monde a raison. Parce que c'est vrai que c'est dans un sens, 9 personnes sur 10 qui le font mal et donc perdent de l'argent. Dans un sens, les personnes ont raison de dire que c'est pas bien. Mais s'il y a une personne sur 10 qui fait des très bons chiffres, elle a aussi raison de dire que c'est très bien. Mais ça revient à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand tu as l'information et que tu l'utilises à bon escient, forcément, tu en fais ce que tu veux et tu peux être gagnant. Mais super bonne réponse. Je pense que ça va parler à certaines personnes. Je pense à quelques personnes que j'ai en tête là qui ont le Pinel qui les horrifie. Mais ça Ouais. peut être intéressant. Ça serait intéressant de voir en plus exactement ce que tu as pu sortir avec le Pinel. On va pas le faire de suite, hein, mais de voir vraiment tes chiffres. Mais bon, donc on vous invite, même moi si je l'ai jamais fait, à vous renseigner sur le Pinel et le faire pour que ça soit rentable. Si tu me permets, je vais faire la transition par rapport à ton bouquin, Ouais. François, que tu as dit, Tu es les intermédiaires. Ma réponse par rapport au Pinel, elle est exactement dans le sens de ton bouquin. C'est que moi, pour l'utiliser, cette loi Pinel, et pour qu'elle me rapporte de l'argent, j'ai tué l'intermédiaire qu'il y avait au milieu, qui est celui du promoteur. Ceux qui D'accord. font Mhm. de mauvais investissements en Pinel achètent en fait un appartement qui est déjà tout fait à un promoteur, qui Ouais. le vend plus cher. Moi, en fait, je le fais directement. C'est-à-dire que je fais le boulot du promoteur, mais le Pinel, au lieu de le vendre à quelqu'un, je le garde pour moi et j'en profite à 300%. C'est exactement ce que tu racontes Bah avec oui, ton, mais ton forcément livre, comme les ça, internet. David. Ok, donc, mais ouais, super intéressant. Merci. Allez creuser le sujet. Et puis merci beaucoup, David. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Peut-être un dernier conseil, une dernière punchline, et où on peut te retrouver également? Quelle est ton actualité? Ben écoute, d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invité pour ce podcast. Ça m'a fait un plaisir d'échanger avec toi et de partager avec avec tous tes auditeurs. On peut me retrouver sur mon site davidlepromoteur.fr.
Voilà. Et puis, si je pouvais donner un conseil à tous les gens, c'est à tous les gens qui nous écoutent, c'est si vous avez un objectif, il faut aller le chercher, il faut mettre le focus dessus. Euh, et parfois, il faut savoir aussi que pour atteindre des objectifs, il faut faire des concessions. Donc, il faut pas avoir peur à un moment donné, Hmm. donner un petit peu de sa personne pour pouvoir atteindre ses objectifs et surtout mettre le focus dessus et persévérer. La persévérance, c'est la clé de tout. Tant qu'on persévère, au bout, il y a forcément le succès. Même Hmm. si jusqu'à y arriver, il peut y avoir quelques échecs et des difficultés, comme moi je les ai vécus. Mais au bout, il y a le succès, ça c'est sûr, pour celui qui persévère. Génial. Merci beaucoup pour ces derniers conseils sans langue de bois. Bon, on te retrouve très bientôt, David, et ciao, ciao. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.